quelques psychanalystes, voilà, du philosophes, convivialisme en réponse au voilà, délire, voilà. au délire politique mortifère. Vous n'hésitez pas à vous coltiner les faits de l'actualité, par exemple de l'affaire DSK à l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo, les questions de genre ou de différence des sexes que vous interrogez à partir de la psychanalyse lacanienne, les soubresauts du marché tout-puissant et le capitalisme débridé, les nouvelles technologies également, comme nouvel opium du peuple, etc. Donc ça, je cite quelques articles des thèmes que vous avez abordés. Donc Lacan disait que le psychanalyste se doit être à la hauteur. Alors je recommence. Lacan disait que le psychanalyste se doit d'être à la hauteur de la subjectivité de son époque. Et vous, en tant que philosophe, devant notre monde contemporain, vous avez un credo, garder la tête froide et ne pas renoncer à la liberté de penser. Pour Freud, le psychisme est régi par 3 formes d'organisation: le mode dynamique, le mode topique, le mode économique, modalités sur lesquelles il a fondé sa métapsychologie. Et vous, ce soir, vous allez nous parler de 4 grandes économies humaines, politiques, discursives, marchandes et bien sûr psychiques, et de leurs interactions permanentes dans le monde contemporain. Voilà ce que j'avais à dire pour vous présenter. Tout est dit. Maintenant, je vous laisse. Pardon, à ce point-là, peut-être pas. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup de m'accueillir. Même si je ne suis pas très présentable, les personnes qui m'ont vu arriver ont vu que je marchais avec 2 cannes, c'est beaucoup pour un seul homme, surtout quand on a besoin de ses mains et que donc elles sont occupées par justement malencontreusement des cannes. Mais comme je tenais à honorer mon engagement auprès de vous, le voici donc. Et je vais effectivement essayer de compenser mon peu de... Ne vous inquiétez pas. Mon peu de mobilité physique par un peu d'agilité intellectuelle. Et ceci pour vous parler de rapport entre ces différentes économies, vous les avez mentionnées tout à l'heure. C'est insupportable. Alors en fait, comme vous l'avez dit, ça fait 15 ans que je travaille sur ces questions et j'ai tenté de développer différents aspects dans, je ne sais pas, 5, 6 ou 7 livres, et plusieurs ont été repris effectivement en poche chez Folio et c'est Gallimard. Comme effectivement je suis philosophe et non psychanalyste, encore que, vous l'avez dit, j'ai de fortes accointances et anciennes avec certains psychanalystes, dont un, le premier, habitait très près de ce ici. Ça suffira à que vous puissiez situer. Et que donc ces rencontres ont déterminé véritablement mon parcours. Donc comme je suis philosophe, j'essaierai de commencer par le début, je veux dire par les débuts de notre civilisation occidentale, puisque c'est ça qui est à mal aujourd'hui, je crois, tout simplement parce que la philosophie classique grecque s'est développée, s'est construite à partir d'une réflexion inédite à l'époque, inaugurale, sur les rapports entre les passions ou les pulsions humaines, ce qui renvoie évidemment à l'économie psychique, et la vie dans la cité, ce qui se dit, comme vous le savez, en grec, polis, péoelies, ce qui renvoie donc à l'économie politique. La grande question chez les Grecs étant celle de la vie instituée. Les Grecs fondateurs de notre civilisation distinguaient en effet ce qu'ils appelaient Zoé qui exprimait le simple fait de vivre, commun à tous les êtres vivants, animaux, hommes, et ils distinguaient Zoé donc d'un côté et Bios de l'autre côté, donc spécifique aux hommes, qui se rapportaient à ce qu'ils appelaient la vie instituée, ou vie qualifiée. Et Dieu sait que le génie des Grecs à ce propos a été important, puisqu'ils ont inventé nombre d'institutions qui existent encore maintenant
permettant donc d'instituer la vie humaine. On peut citer par exemple l'Ecclésia, l'Assemblée, le peuple, la Boulée, qui fabriquait les lois, l'Agora, la Scolée, etc. Si cette institution de la vie a si bien fonctionné chez les Grecs, c'est parce que ils ne se sont pas trompés sur ce qui était le cœur de la vie humaine, l'âme humaine. Je reste stupéfait aujourd'hui encore, à mon grand âge, ou du moins quasi vénérable, par les analyses grecques d'une profondeur inouïe, encore valide aujourd'hui, 2500 ans plus tard, concernant la structure de l'âme humaine, la psyché. Et si je vous en parle, si je vous parle de cela, c'est justement parce que vous êtes des spécialistes de la psyché, vous êtes des psyché-analystes. Alors, Platon parle notamment de l'âme, la psyché, dans le Phèdre, dans la République et dans le Gorgias, le fameux dialogue entre Socrate et Calliclès. Et Aristote dans le Péripsyché, donc de l'âme. En plus, ce qui pourrait vous intéresser, c'est que ces textes mettent à jour une structure tripartite de l'âme. J'allais dire comme Freud, mais ne brûlons pas les étapes. Quelle est donc cette structure grecque de l'âme? Je rappelle de ça, c'est parce que c'est ça qui est en jeu maintenant et qui est en passe d'être détruit. Eh bien, la lecture des textes antiques suggère un axe vertical d'organisation de l'âme. De bas en haut. Commençons donc par l'âme dite d'en bas, epitoumia en grec. Je dis en bas parce qu'elle est située dans le ventre, et même dans le bas-ventre. Chez les Grecs, cette âme est le siège des passions concupiscentes. J'ai bien dit concupiscentes. Comment ne pas profiter de ce mot joliment malhonnête, comme on disait au XVIIIe siècle, pour parler de cette instance. Bref, donc cette âme, c'est le siège des appétences de la chair, on appelle des epitoumiailles, de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'avidité et de bien d'autres choses encore. Et c'est par donc cette instance que l'homme est poussé vers. Vers quoi? Justement, tout le problème est là, parce que l'homme est poussé vers, mais il ne sait pas quoi, au juste. Il est néanmoins poussé, ce qui permet d'entendre un élément lexical qui est aussi à l'œuvre dans votre champ de pensée. Poussé, ça se dit en latin, pellere, qui vient de pulsum, de pulsion, qui a donné en français le mot pulsion. La pulsion, c'est quand vous êtes poussé vers quelque chose. Donc l'âme d'en bas, l'épitoumia, a à voir avec les pulsions, avec ce qu'on appellerait aujourd'hui la pulsionalité. C'est donc cette âme qui nous pousse vers sans qu'on sache trop quoi. Ben pourquoi? Pourquoi? Ben, je dirais que c'est de la faute, en première approche, c'est de la faute de Prométhée. Et surtout d'Épiméthée. Je ne reprends pas toute l'histoire de Prométhée et d'Épidémée. Vous savez que bon, ils ont joué un rôle décisif dans l'apparition de ce qu'on appelait à l'époque des Grecs les races mortelles, par opposition aux dieux qui sont des immortels. En deux mots, donc, pour quand même situer la chose, c'est les Olympiens, donc les nouveaux dieux dominants, confient aux anciens dieux les titans, la création de ces races mortelles. Et la tâche, la délicate tâche, échoua aux frères Prométhée et Épiméthée. Or, Épiméthée est un étourdi et Prométhée un avisé. Et c'est bien sûr l'étourdi qui obtient de fabriquer les races mortelles dont l'homme. Alors comment il s'y prend? Ben, il constitue un grand sac d'attributs. Attributs, par exemple, ceux qui peuvent voler, ceux qui peuvent nager, ceux qui sont gros, ceux qui sont tout petits, ceux qui nagent sous l'eau, ceux qui ont des griffes, ceux qui ont du venin, etc., etc., etc. Et à chaque fois qu'un animal se présente, il donne un attribut. Et ça, bon,
constitue donc la variété immense des races mortelles. Donc ça commence bien, puisque chaque espèce est dotée en nature. Puis arrive le tour de l'homme, et là je vous dis, c'est un étourdi, Épiméthée. Le sac est vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc plus rien pour les hommes. Résultat donc, les animaux sont dotés en nature, et l'homme est sans équipement, sans attributs, et sans qualité, comme dirait Lucide. C'est ici qu'intervient donc Prométhée pour, disons, réparer la bourde, pour ne pas dire plus, disons la connerie de son frère. Et il va donc voler aux Olympiens le feu sacré, le savoir, pour le donner aux hommes, afin de compenser donc leur désastreuse déficience constitutive. Alors devant ce geste, je n'épilogue pas, la colère de Zeus est immense, donc Prométhée se retrouve enchaîné sur le mont du Caucase, un aigle vient indéfiniment lui dévorer le foie, il envoie sur terre Pandora pour épouser Épiméthée. Prométhée a rapporté une boîte, il a piqué en même temps aux Olympiens une boîte, c'est celle qui contient tous les mots, il ne faut pas l'ouvrir. Évidemment, Pandora ouvre la boîte et les mots se répandent sur toute l'humanité. Beaucoup de choses ont été dites sur cet épisode fondateur qui a été repris par Platon, ça vient d'Hésiode, c'était repris par Platon dans le Protagoras. Je me contenterai d'en retenir une, trop peu souvent soulignée. Elle concerne la différence des hommes et des animaux. Les animaux sont complets, on l'a vu. Ils savent, entre guillemets, évidemment, ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire, ce qu'ils ont à faire, c'est qu'ils sont globalement missionnés pour manger telle espèce et se faire dévorer par telle autre. C'est-à-dire que chaque espèce animale a donc sa place dans l'immense hiérarchie des espèces. Quant à l'homme, ils sont inachevés, non finalisés. Du coup, ils ne savent pas ce qu'ils font là, sur Terre, ni quelle est leur mission. Pour le dire en termes plus actuels, donc, les animaux possèdent un instinct qui est inscrit dans leur code, qui leur prescrit ce qu'ils doivent faire et pas faire. Et les hommes sont sans instinct parce que non finalisés, inachevés. Ils courent donc, souvent en vain, derrière une quantité d'objets. Ils sont poussés ici, puis là-bas. Pas d'instinct donc, mais des pulsions qui se dirigent ici et là. Et si je vous dis cela, c'est aussi pour vous faire remarquer que Freud a repris et retrouvé ce concept d'inachèvement de l'homme à la naissance. Parce que sa clinique lui montrait la permanence chez l'homme d'un symptôme qu'il a rendu, Freud, par un terme qui est resté relativement discret qu'on ne trouve pas en tout cas au premier plan des études freudiennes, je veux dire qui passe loin derrière les autres concepts freudiens vedettes, pulsion, castration, refoulement, Oedipe, les topiques, etc., etc., etc. Et cependant, ce terme est très important, il est insistant et permanent dans l'œuvre freudienne. Il s'agit du terme de Hilflosigkeit. Hilflosigkeit. Hilf, c'est comme l'anglais, help. Aide. Hilf. Los, c'est quand on n'a pas d'aide. Et Keit, c'est l'état de celui qui n'est pas aidé, quoi. L'homme n'est pas aidé. Alors, pour repérer ce terme qui est présent dans toute la continuité de l'œuvre freudienne, il faut encore lire Freud en allemand. Parce que quand vous le lisez en français, vous ne le repérez pas, tout simplement parce qu'au fil des traductions, il a été rendu par des termes très disparates. J'en cite quelques-uns: détresse, abandon, incapacité de se débrouiller, dérédiction, et comme finir, puisque tout cela n'est pas véritablement, on a forgé le néologisme de désaide, ce que vous trouvez dans la traduction de la planche de Freud, devant lequel je reste fort circonspect, parce que c'est bon, on s'est passé du masculin, du féminin, et je crois que le traducteur n'a pas été
beaucoup aidé quand il a trouvé le terme de DZ. Bon, bref. C'est le terme de Histologikeit qu'on trouve chez Freud depuis des études sur l'hystérie, dans l'exposé du cas de mademoiselle Elisabeth von R, jusqu'au texte qui s'appelle en français « Inhibition, symptômes, angoisse » de 1926, où on trouve notamment ce passage à la fin. C'était écrit un an après, en fait, repris par Freud, un an après la fin de la rédaction de Inhibition, symptômes, angoisse. Je cite: parmi les facteurs qui participent à la causation des névroses, il faut retenir l'état de Hilflosigkeit et de dépendance longuement prolongée du petit enfant d'homme. L'existence intra-utérine de l'homme apparaît face à celle de la plupart des animaux relativement raccourcie, inachevée donc. L'enfant d'homme est jeté dans le monde beaucoup plus inachevé que. Voilà, inachèvement de l'homme, une constante donc depuis les fondements de notre civilisation, Platon jusqu'à Freud. Et Freud ajoute ceci: ce facteur biologique instaure donc les premières situations de danger et crée le besoin d'être aimé qui ne quittera plus l'être humain. L'inachèvement, donc avance en quelque sorte Freud, crée le besoin d'amour, lequel engendre la névrose. Lacan également fera cas, grand cas, dans ses travaux, notamment sur le sac du miroir, et tout au long du déploiement de son enseignement, de ce qu'il appelait la prématuration spécifique de l'homme à la naissance. Comment l'homme peut-il d'une certaine façon compenser ce manque originaire, sinon en demandant toujours plus, sachant que ce toujours plus n'est jamais assez. On peut le dire autrement, l'âme humaine, puisqu'on parlait de psyché, ça se repère dès les Grecs, donc, est profondément malade. Je dirais qu'elle pulse en vain. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et du coup, elle est en proie à demander tout et n'importe quoi, en proie à la démesure et à l'illimitation. Dont je viens de parler, au fond. Dans le Gorgias, Socrate explique à Calliclès, qui n'en veut évidemment rien savoir, que son âme est comme un tonneau percé que l'on ne pourra jamais complètement houiller. Houiller, c'est-à-dire remplir jusqu'à l'œil, jusqu'à la bonde. Et c'est pourquoi dans ce dialogue, qui se termine sur c'est un des rares dialogues de Platon qui se termine comme ça, c'est un différend irréconciliable entre Socrate et Calliclès. Socrate compare Calliclès, un personnage très actuel qui veut toujours plus, à un pluvier. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un pluvier. Eh bien, un pluvier, c'est un oiseau échassier qui présente cette particularité de manger et de déféquer en même temps, sans cesse. Je crois que c'est une belle métaphore, je vais y venir bientôt, du sujet néolibéral actuel qui mange tout, sans cesse, qui est en train de dévorer le monde et ses ressources, car il veut toujours plus, et en même temps, il conchit le monde toujours plus. Alors, la solution socratique pour contenir, au sens de faire contrepoids, cette illimitation de la pulsion humaine portée par l'âme d'en bas, c'est de faire intervenir l'âme d'en haut, le nous, le siège ou l'élément de la symbolicité situé dans la tête. Faute de quoi, ça s'émanciperait, l'âme d'en bas, pour imposer constamment ses caprices au sujet. En somme, face à l'encore et encore de l'épithumia, il faut créer une instance capable de dire « ça suffit, assez ». Notez bien que le nous, contrairement à l'épithumia, instance l'épithumia, c'est une instance intime, ça vient de l'intérieur. Le nous, donc, résulte d'une genèse sociale, puisque cela implique donc l'accès à la discursivité. C'est-à-dire il faut qu'un autre vous parle, pour que ça se crée, cette instance. C'est, on pourrait dire, une instance extime, c'est-à-dire venue de l'extérieur avant de devenir intime. Et il faut qu'elle devienne
intime pour que le sujet puisse délibérer sur ce qu'il veut au juste et sur ce qu'il ne veut pas. Et bon, ça a longtemps existé, ça, sous la forme de commandements, disant « tu dois pas ». Vous connaissez les 10 paroles bibliques, les 10 commandements, comme on dit. On trouve ça dans toutes les cultures sous des formes plus ou moins élaborées. Donc un extime qui vient pour dire au sujet « ça tu dois pas ». Alors chez les Grecs, ça a impliqué une discursivité exigeante, telle que le sujet puisse et sache à terme contrôler et maîtriser ses passions et ses pulsions. La première tâche de la cité grecque a donc été d'aider les jeunes, les enfants des hommes dits libres, à maîtriser leurs pulsions et à les domestiquer afin qu'ils n'en pâtissent plus et qu'ils n'en fassent plus pâtir les autres. Vous connaissez donc les formules grecques, bien sûr. Pour prétendre gouverner les autres, il faut d'abord savoir se gouverner soi. Donc c'est à cette fin que les Grecs ont créé ce lieu spécial qui s'appelle la scolée. La scolée, c'est un lieu qui désigne un ailleurs. Ailleurs au sens, c'est pas vraiment dans la cité, parce que la cité est traversée par des propulsions multiples, travail, vie, survie, etc. C'est un ailleurs qui est désigné, dédié au loisir actif. Alors, loisir actif en latin, ça se dit osium. Et osium, c'est l'antonyme de neg, osium, de négoce. Donc la cité négoce fait du négoce, on échange plein de choses, produit ce que vous pouvez. Et il y a l'osium qui donc permet justement ce lieu spécial, dédié à la recherche de la maîtrise des pulsions. La visée, c'était donc de ne plus pâtir de ses passions pour ne plus en être patient, pour ne plus en être le patient, mais l'agent, celui qui agit. Car le patient, vous savez ce que c'est qu'un patient, puisque vous avez des patients, le patient est celui qui pâtit passivement de ses passions. Je rajoute un peu, mais tout ça se dit en grec pathos. Pathos, c'est la souffrance. Et j'espère donc que vous avez perçu ce petit miracle lexical grec, puisque tous ces termes, patient, pathos, passion, passif, pâtir, sont de même racine et s'enchaînent les uns les autres. Et donc, il s'agit de cesser d'être patient et de pâtir et de devenir l'agent. Alors, comment ça se passe? Eh bien, si on veut bien admettre que les passions, pulsions se manifestent au sujet par des affects puissants qui transportent, comme la colère, la joie, la peine, etc., alors la scolée est le lieu où le nouveau venu par naissance peut trouver des techniques accumulées par les générations précédentes pour transposer l'affect qu'il atteint, voire même qu'il étreint. Platon, par exemple, dans la République, au livre 3, évoque le sport pour le corps et la musique pour l'âme. Le sport, donc, qui est pratiqué avec un des maîtres, qui s'appelle le pédotride, évite que le corps du sujet ne déborde constamment des limites et permet que l'énergie physique qui traverse ce corps soit canalisée dans des mouvements mesurés, même quand il s'agit de lutte. Quant à la musique, elle ne correspond pas tout à fait à ce qu'elle désigne pour nous, parce qu'elle implique le calcul dans ces trois dimensions. L'harmonie. L'harmonie, c'est des rapports entre des longueurs de cordes. Si vous pincez la corde à vide et vous pincez avec le milieu, vous obtenez donc le rapport 1 sur 2. Et ça donne en musique le rapport d'octave. Donc la musique implique le calcul, l'harmonie, le rythme, et avec tout ça on fait de la mélodie. Ça implique aussi
La danse, le chant, la versification, la grammaire, la diction, l'articulation, la parole proférée et articulée. Vous avez vu, quand dans les films actuels, on ne comprend plus rien. La parole n'est plus articulée dans les films actuels. Regardez un film des années 40-50, vous entendez les comédiens articuler. Moi, il faut que je mette le son à fond. Alors, peut-être qu'avec l'âge, je deviens un peu sourdin, mais quand même. Donc la musique, la diction, se pratique avec le sitariste, celui qui enseigne donc, la musique. Et ces deux enseignements sont complétés par ceux du grammatiste, celui qui enseigne les lettres et la position des lettres. Alors donc ces maîtres, j'en ai nommé 4, sont ceux qui apprennent au sujet à disposer de ces techniques souvent exigeantes pour transformer par exemple la tension démesurée et continue du cri de colère qu'on brûle de pousser en une expression mise en forme dans une métrique poétique ou musicale articulée. Autrement dit, cette transposition de la pulsion n'est possible qu'à travers la maîtrise de toute une série d'oppositions inscrites dans des gammes, des modes, des alphabets, des systèmes de comptage, des ensembles ordonnés de formes, de couleurs, des échelles, etc. Donc nous sommes ici au cœur de ce qu'on appelle la fonction symbolique, qui désigne avant tout ce qui est articulé. Lacan nous a appris beaucoup sur cette question de l'articulation du symbolique. Et on a raison donc d'appeler ce type d'enseignement dont je parlais des disciplines, parce que les techniques qu'ils mettent en œuvre disciplinent le corps et l'esprit sans avoir besoin de réprimer quiconque. C'est une discipline justement par le fait de la nécessité de l'articulation où se retrouvent donc les jeunes dans la scolaire. Donc le but c'est d'apprendre à ne plus pâtir de ses passions, mais donc de les domestiquer, non pas du tout pour les réprimer, pas du tout, mais pour les rendre, comment dire, créatrices, c'est-à-dire intelligibles à soi-même, le fait qu'on n'en pâtisse plus, le fait qu'on puisse entendre quelque chose de la passion ou de la pulsion qui nous intéresse, donc intelligible à soi-même et communicable aux autres. Ça change quand même tout, plutôt que de se livrer donc à cette jouissance, donc de passion qui me traverse. Alors tout ça dépendant de la construction de cette instance du nous qui est capable d'opposer, je le disais, un assez suffisamment consistant aux injonctions venues de l'épithumia. Pour ma part, je vois là à l'œuvre toute une problématique du désir qui me rappelle fort ce que Lacan disait dans Subversion du sujet dialectique du désir. Il faut que la jouissance, merci de m'avoir offert ce livre, il faut que la jouissance soit refusée pour qu'elle puisse être atteinte sur l'échelle renversée de la loi du désir, disait Lacan. Bien, mais sur quoi porte en dernier ressort ce refus, la jouissance soit refusée? Eh bien, chez les Grecs, sur deux plans. Le premier, vous êtes bien placé pour le connaître, il a à voir avec ce qu'on appelle la prohibition de l'inceste que Freud, comme par hasard, a justement été chercher chez les Grecs. Sophocle, Oedipe Colonne. Je n'insiste pas, sauf pour dire que cette prohibition s'est retrouvée au fondement des théories anthropologiques du XXe siècle, avec donc l'interdiction de faire correspondre des relations d'alliance et des relations de filiation. Interdiction donc qui ordonne, selon Lévi-Strauss, toutes les formes de parenté, aussi diverses soient-elles. Je renvoie donc aux structures élémentaires de la parenté, paru en 1949. Donc au moment de la rencontre de Lacan et de Lévi-Strauss. Quant à l'objet du second refus, il est moins connu, mais il est tout aussi important. Il porte sur la prohibition de la pléonexie. Pléonexie, c'est un mot grec, mais qu'on emploie parfois en France, constitué de deux
racines, donc pléon plus, dans pléonasme, le mot en plus, donc pléon et eken, avoir. Donc, pléonexie, c'est le fait d'avoir plus, de vouloir avoir toujours plus, de vouloir avoir plus que sa part. On appellerait ça aujourd'hui l'avidité. Et il est remarquable de constater que ce terme de pléonexia sera utilisé par tous les philosophes du IVe siècle grec, comme si c'était là, au moment du grand développement de la cité grecque, le second problème à résoudre pour que la cité tienne. Parce que quand la prohibition de l'inceste ne fonctionne pas, ça donne la chute de la maison de Thèbes, par exemple, avec Oedipe. La malédiction. Et quand la prohibition de la pléonexie ne fonctionne pas, ça pose d'autres problèmes qu'on va voir bientôt. Alors si on réfléchit un instant, on s'aperçoit qu'il n'existe de plus grand rapport, en fait, entre la prohibition de l'inceste, que vous connaissez bien, et la prohibition de la pléonexie. Pourquoi? Ben, évidemment, parce que ce sont des excès, tous les deux. Des excès qui sont punis chez les Grecs, car hubris, donc la démesure, l'excès, l'illimitation, ça fait couple avec némésis. Némésis, c'est le châtiment. Et si vous dépassez votre place, vous essayez d'être plus grand que vous êtes, et par les dieux, vous êtes ramené à votre place. Alors, le premier excès, la prohibition de l'inceste, a à voir un rapport à l'être de celui qui ne se limite pas à sa place dans la succession des générations, s'expose à être puni. On sait comment, justement, Oedipe sera, par la bénédiction, donc, de la maison de Thèbes. Et le second excès a un rapport avec l'avoir de celui qui veut plus que sa part, avoir plus que sa part. Or, cette recherche de la richesse sans limite déclenche, elle aussi, un cycle de punition qui menace toute cité qui l'aurait autorisé. Ce risque, c'est le risque dit de la stasis, qui a été beaucoup travaillé dans les années 60-70. La stasis, c'est tout simplement la guerre civile, et donc la destruction de la cité. C'est pourquoi Platon, dans le dernier de ses dialogues, les lois, fixe à 4 les écarts de patrimoine maximaux admissibles entre les hommes libres. Tout ce qui est au-delà de 4, ça sera repris donc, par la cité pour être mis au service du bien commun. C'est intéressant, n'est-ce pas, comme mesure? C'est au fondement de notre civilisation. On pourrait s'en inspirer. Alors, bref, nous voici avec deux instances, l'âme d'en bas, l'épithumia, et l'âme d'en haut, le nous, en jeu de cette lutte entre ces deux âmes, l'âme intermédiaire, le thumos. C'est l'élément irascible qui est situé dans le cœur. Ben, le cœur, vous le savez, il est susceptible d'emportement et de colère dévastatrice lorsque domine l'âme d'en bas. Votre cœur tape fort quand vous êtes en colère, mais le cœur est également capable du courage qui fait les héros de la cité, lorsqu'il est mis au service du nous. Homère, par exemple, disait que le thumos est associé au sang et au souffle, et que cela permettait la prouesse. Donc le thumos, c'est un élément baladeur qui peut aussi bien verser du côté de l'épithumia que du côté du nous, c'est-à-dire du côté de la pulsionalité ou du côté de la symbolicité. Et bien, c'est ainsi que l'enjeu de beaucoup de discussions apparaissant sur la scène philosophique grecque est de tirer le thumos, si je puis dire, du bon côté, pour qu'il échappe à l'autre. Résultat, donc, soit l'irascibilité est mise au service du nous, et elle devient une force éclairée, se soldant par l'opiniâtreté, la vigueur et le courage, soit le thumos vire au service de l'épithumia, et il s'agit, alors, ça devient une force aveugle, dangereuse, nuisible, dévastatrice de l'être soi et de l'être ensemble, voire même du cosmos, le reste de l'univers. Alors, arrivé ici, j'imagine que
certains d'entre vous ont fait l'hypothèse d'une homologie structurale entre l'âme grecque et l'âme freudienne. Et si vous ne l'avez pas faite, eh bien moi je la fais. Je pense qu'il y a correspondance entre cette forme antique et cette forme moderne de l'âme. Même tripartition avec epithumia tumos nous d'un côté, et ça sur moi, moi de l'autre. Je pense, j'ai écrit assez là-dessus, que ces deux séries sont apparentées. Premièrement, le ça, c'est la réserve pulsionnelle qui correspond sans conteste possible à l'épithumia grecque. Quant au moi, le ich freudien, il hérite donc du je transcendantal kantien, qui hérite lui-même du nous grec, lieu de la délibération critique. Troisièmement, enfin, le thumos et le surmoi présentent le même clivage, on pourrait dire. Chacun possède une face morale, disons morale, et une face morale et répressive. Tu dois te limiter dans la pulsion, ce que Freud donc développera longuement dans Malaise dans la civilisation, et possède aussi une face incitative qui intime au sujet de ne pas se retenir quoi qu'il arrive. Lacan, qui a développé cette question dans l'éthique de la psychanalyse, parle alors de la face féroce et obscène du surmoi qui pousse à la jouissance. Donc, dans les deux cas, c'est toujours une machine psychique ternaire qui doit contenir, au double sens du terme, ce dont elle s'alimente, l'excès pulsionnel initial, sinon la machine explose. Je veux dire qu'on n'a pas assez perçu, mais peut-être ne voulait-on pas le voir, que la théorie grecque de l'âme, avec sa structure à 3 niveaux, s'est tellement bien transmise au long de l'histoire occidentale qu'on peut en quelque sorte, je dis bien, la retrouver chez Freud. Je suis même tenté de croire, mais ça n'engage que moi, que Freud n'a pu forger sa théorie révolutionnaire, la psychanalyse, qu'en revenant au fondement grec de la psyché. Qu'à ces fondements, il avait été introduit durant sa formation, notamment entre 1873 et 1876, par son professeur à l'université de Vienne, le philosophe Franz Brentano, excellent connaisseur de la psyché grecque, qui avait d'ailleurs fait une thèse sur la psyché grecque, et comme il était proche, Freud était fort proche de Brentano à cette époque-là, quelque chose est évidemment à coup sûr passé. Cette rencontre d'ailleurs a été si marquante pour Freud qu'il avait été jusqu'à penser pouvoir faire une thèse de philosophie avec Brentano, avant de s'apercevoir que Brentano refusait ce à quoi Freud tenait le plus, l'hypothèse de l'inconscient. Donc Freud a été voir ailleurs et il a bien fait. Bon, eh ben, l'Antiquité c'est bien beau, mais l'économie marchande néolibérale dans tout ça, dont j'avais fait promesse de vous parler au début de mon propos. Où est-elle, tout ce que je viens de dire? Ben, si vous me dites elle n'est nulle part, je vous répondrai non, 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 elle est partout, mais en creux. Ce qui veut dire que ce sont très précisément ces fondements civilisationnels que le capitalisme néolibéral, que nous connaissons depuis bientôt une cinquantaine d'années, est en train de méthodiquement détruire pour se constituer. Et donc constituer une autre civilisation, une post-civilisation, si c'est possible. Nous sommes donc dans un tournant civilisationnel qui emporte tout, et il n'est pas étonnant que nous voyions, disons, nos valeurs, toutes nos valeurs, se retourner sous nos yeux comme un gant. Or justement, il est arrivé un moment où, dans l'histoire occidentale, le surmoi thumos s'est aligné sur le ça pour dicter au sujet l'impératif de la jouissance. C'est, à mon avis, un point pivot, un turning point dans la culture occidentale. Ce tournant apparaît dans un texte sur lequel j'ai beaucoup travaillé, beaucoup publié,
la fable des abeilles Bernard de Mandeville, parue à Londres pour la première fois en 1705. Dans ce texte, Mandeville clame que nous devons passer de l'idée ancienne de contrôler la pléonexie inhérente à l'âme et au désir humain, à l'idée moderne de la libérer, au motif que cela apporterait à tous la richesse. Il fallait, selon la célèbre formule de Mandeville, libérer les vices privés pour que la vertu publique advienne. Sa fameuse formule, les vices privés font la vertu publique. Selon mon hypothèse, c'est dans cette équation que s'est formé le capitalisme qui a dit, et qui dit toujours plus, à mesure qu'il devient toujours plus ultralibéral, que la richesse, et donc le bonheur du plus grand nombre, ne peut provenir que de la levée de la prohibition des passions en général et de la pléonexie en particulier. Ce que dit en substance Mandeville, c'est ceci, et ça situe bien quelque chose de l'anthropologie néolibérale. Soyez aussi avides, égoïstes et dépensiers que vous pouvez l'être pour votre propre compte, car ainsi vous ferez, sans même y penser, le bonheur de vos concitoyens. Donc c'est cette équation qu'il propose, qui est quasiment, je vous l'ai dit comme ça, mais c'est le sous-titre de la fable des abeilles. J'aurais beaucoup à vous dire sur Mandeville, qui se trouvait au bon moment et à la bonne place, dans la mesure, pour voir ce qu'il arrivait, dans la mesure où il était philosophe et médecin des passions de l'âme. Psy, dirait-on aujourd'hui. Il y avait un cabinet à Londres où il recevait tous ses patients hystériques et hypocondriaques. Et cela au moment de la première révolution industrielle, et il a donc vu sous quel mode absolument nouveau était en train de se nouer l'économie psychique et l'économie politique et marchande. En tant que psy, il fera l'hypothèse révolutionnaire qu'une grande partie des souffrances qu'il constate chez des patients qui viennent le voir résultent de l'emprisonnement de corps concupiscents dans des carcans moraux édictés par des récits tenus pour édifiants. Et bientôt, donc, fort de cette hypothèse, il constatera que faire parler les hystériques, les hypocondriaques et autres maniaques, pour leur faire dire tout ce qu'ils n'osent pas énoncer et bien d'autres choses encore, les aide et remet leurs symptômes comme on absolvait autrefois les péchés. Vous avez bien entendu, je tiens Mandeville pour l'inventeur de la talking cure, et je peux le prouver par ces textes. Il y a l'année dernière un texte qui a été publié aux éditions de Grenoble, qui est un traité des passions de Mandeville, qui s'appelle le traité des passions hypocondriaques et hystériques. Hystérique, dit-il, c'est surtout chez les femmes, hypocondriaque, surtout chez les hommes. Et il y a toute une série de passages consacrés donc, à la façon dont on peut prendre en charge ces symptômes. Il faut les laisser parler dans leur dialecte à eux, pas leur jargonnet latin, comme le médecin de Molière jargonnait latin ou faisait semblant de parler latin à ses patients. Il faut les laisser parler dans leur dialecte autant de temps qu'il le faut, disait-il. C'est quand même intéressant, n'est-ce pas? 1714. Donc, il prend en charge, au plan donc, individuel, les souffrances de ses patients, mais comme l'homme est fort intelligent, il poursuit son raisonnement et il se dit ceci, c'est à peu près ceci. Si on peut libérer les patients individuellement, ne pourrait-on empêcher de les libérer, ne pourrait-on envisager de les libérer collectivement?
Alors, fort de cette intuition, il se met à écrire une fable, la fable des abeilles, et il sait comment écrire des fables, tout simplement parce qu'il fait la main en traduisant en Angleterre les fables de La Fontaine. 39 fables de La Fontaine. Et l'écriture de sa fable est alerte, facétieuse, drôle, mais au lieu de faire comme La Fontaine, recommandant dans ses maximes de s'en remettre à la loi commune, au sens commun pour résoudre les problèmes, lui, Mandeville, prône le contraire du sens commun pour résoudre les problèmes. Et il parvient ainsi à la conclusion que le bridage de ses passions amène la misère de ses sujets et à la décadence de la cité, alors que la libération des passions et des pulsions, toutes concupiscentes qu'elles paraissent, entraîne l'opulence dans la cité. Donc c'est une promesse de richesse. Ceci dit, les thèses sont tellement sulfureuses qu'elles finirent, dès qu'elles furent un peu plus connues, au bûcher. Les écrits de Mandeville ont été condamnés comme diaboliques par le grand jury du Middlesex en 1723, puis, c'est traduit partout en Europe, mis à l'index et brûlé à Paris par le bourreau en 1745. Et pour couronner tout, on transforme son nom, Mandeville, en Mandeville, l'homme du diable. Et ça a été donc le plus grand scandale philosophique de l'Europe des Lumières. Alors il en a résulté un premier refoulement des œuvres de Mandeville. Évidemment, quand on brûle une œuvre, il ne reste rien du texte. Tous les livres, il ne reste rien du texte qu'il portait. Or, Mandeville a eu à subir un second refoulement, celui de Adam Smith, le fameux auteur de La richesse des nations, une cinquantaine d'années plus tard, qui a repris les thèses de Mandeville, mais en les blanchissant, en les expurgeant de tout ce qui paraissait, donc, la promotion du vice, de l'égoïsme, de l'avidité, etc. Et Mandeville a eu à subir, et donc c'est comme ça que Adam Smith est passé pour l'inventeur des sciences économiques modernes, encore aujourd'hui. Il est présenté comme l'inventeur, et Mandeville en a parlé. Et Mandeville a eu à subir un troisième refoulement, celui de Max Weber, donc l'auteur du fameux Éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui a été publié en 1920. Et qui a été, puisque moi je faisais mes études dans les années 60, donc devenu une sorte de Bible expliquant l'apparition du capitalisme à toutes les générations intellectuelles du XXe siècle. Et l'auteur, donc Max Weber, explique que le développement du capitalisme à partir du XVIIIe siècle, par l'influence de ce qu'il appelle l'éthos protestant comme tel puritain et ascétique. Si l'accumulation première nécessaire au lancement du capitalisme a été réalisée par des protestants, c'est, disait Max Weber, parce qu'il leur fallait, je cite, gagner de l'argent, toujours plus d'argent, parce que c'était un possible signe de l'élection divine. Et la doctrine de prédestination chez les protestants. Tous en se gardant strictement des jouissances spontanées de la vie. Alors, si on examine les nombreuses sources du texte de Max Weber, on constate, j'ai fait grand soin, que l'éminent sociologue, qui a donc été diffusé dans le monde entier tout au long du XXe siècle, n'a rien de moins que retranché aux minutieuses enquêtes sur les courants protestants à partir du XVIIe siècle, le calvinisme, le piétisme, le méthodisme et les sectes baptistes, un auteur majeur qui se réclamait pourtant du calvinisme et qui avait travaillé sur la formation de la richesse, Mandeville. Donc, Mandeville, mis sous le tapis par Max Weber. Donc, troisième refoulement de Mandeville. Et Mandeville dit l'exact contraire de Max Weber. C'est pas du tout la vertu, mais le vice, dit-il. Sous le défaut de la formule, les vices privés font la vertu publique, c'est-à-dire la richesse publique. C'est pas la vertu, disait Mandeville, mais c'est le vice qui se trouve à l'origine de ce que, à partir de Marx et Engels, on appellera le capitalisme.
Donc ça fait au moins 3 refoulements de Mandeville, ce qui explique que Mandeville a disparu de notre horizon, alors qu'il est un auteur immensément célèbre au XVIIIe siècle, qui avait été connu de tous. Par exemple, Voltaire en parle beaucoup. Et Voltaire a même volé des choses à Mandeville dans son traité de métaphysique. Donc vous comprenez pourquoi, puisque c'est tellement refoulé, je ne cesse de, moi, d'aller fouiller Mandeville depuis quelques années. Alors pourquoi je vais le fouiller chez Mandeville? Parce qu'il a réussi là où, 2 siècles plus tard, les freudo-marxistes de l'école de Francfort, Adorno, Horkheimer, etc., ont échoué et nous ont laissés en plan. Pourquoi ils nous ont laissés en plan? Parce qu'il ne fallait pas essayer tenter de prolonger Marx par Freud ou Freud par Marx. Il fallait en revenir à Mandeville qui, dès les origines du capitalisme, avait compris que le psychisme et le politique s'étaient noués pour se proposer comme nouveau destin du monde. Et donc, à l'aube de la première révolution industrielle, Mandeville dit quelque chose, si vous n'êtes pas bien assis, je vous recommande d'attacher vos ceintures, que le destin du monde doit être confié aux pervers. Il appelle ça, clairement, les pires d'entre les hommes. Il faut, pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Parce que, en montant, prélevant, spéculant, amassant, instrumentalisant, manipulant sans frein, afin de satisfaire leur vice, leur avidité sans borne, ils allaient, eux, créer de la richesse. Ce qui permettrait donc de sortir le monde de l'état endémique de pénurie où il s'était toujours trouvé, ce qui était encore attesté 50 ans plus tôt, par exemple par Hobbes. Puisque le monde est en état de pénurie, c'est la guerre de chacun contre chacun. Et donc ce que Mandeville expose, c'est que le temps des hommes saints, où supposait-elle, est révolu, terminé. Il faut confier son destin à ceux qu'il appelle donc les pires d'entre les hommes. Ceux qui veulent toujours plus, quels que soient les moyens employés, parce que c'est la seule voie possible pour que la richesse s'accroisse et de là ruisselle, c'est là l'origine de la théorie, de là ruisselle sur le reste des hommes. Donc bref, pour permettre au plus grand nombre d'atteindre le bonheur temporel, c'est-à-dire le paradis sur terre, il faut et il suffit de confier le destin du monde pervers. Alors je pense, mais ça ne vous plaira peut-être pas, que si Mandeville est d'une certaine façon allé, avant même Freud, plus loin que Freud. C'est parce qu'il a su donner à la perversion une place que Freud, tout occupé par la névrose, et on comprend, n'a pas pu lui donner. Probablement parce que Freud, à la suite donc, des travaux de Krafft-Ebing, Psychopathia Sexualis, 1886, Freud donc a pour l'essentiel cantonné la perversion aux pulsions sexuelles. Or là où Mandeville est un immense novateur, c'est qu'il a d'emblée considéré l'aspect social et politique de la perversion. Où en sommes-nous donc 3 siècles après le triomphe, ce qu'il faut bien appeler le triomphe de cette voie? Premièrement, la pénurie a été globalement vaincue, mais au prix de la destruction progressive du monde. Deuxièmement, le désir, avec toutes ces stratégies grecques de satisfaction différées, renoncer, puis travailler avec des maîtres qui vous emmerdent pour mettre ça en forme, etc., et bien tout ça c'est ringard, c'est devenu ringard, et la jouissance est devenue le seul impératif qui compte vraiment. Au point même que cela a été élargi aux larges masses, l'apparition de la crise de 1929 et sa résolution, et surtout à partir de 1945, avec l'apparition du capitalisme de consommation. On était avant un
capitaliste de production. À partir de 1939 et surtout 1945, on passe à un capitalisme de consommation, avec une certaine rétrocession de la jouissance qui était accaparée par les maîtres. Troisièmement, nous sommes globalement sortis des grands récits interdicteurs, mais pour entrer dans une toute nouvelle religion incitatrice. J'ai appelé ça donc, voilà le livre dont on parlait tout à l'heure, le divin marché, qui réduit donc les individus à leur fonctionnement pulsionnel. Ce divin marché fonctionne comme toute religion sur une promesse. La promesse de la religion catholique, c'est bon, si vous êtes sage maintenant, plus tard, vous serez au paradis. Comme personne n'est jamais revenu pour vous dire que c'est pas vrai, c'est pas. Bon, on continue d'y croire. Donc il y a une promesse. Et bien là aussi, il y a une promesse, mais c'est celle d'offrir une sorte de paradis sur terre, c'est-à-dire tout objet manufacturé, tout service marchand, tout fantasme préformaté par les industries culturelles, comme autant d'objets, puisque l'homme court constamment derrière quantité d'objets, supposés satisfaire toutes leurs appétences, quelles qu'elles soient. En d'autres termes, donc nous sommes passés de l'air à l'air, nous sommes passés à l'air, à l'époque, de, je dirais, de l'exploitation industrielle de l'âme d'en bas, avec ce que cela implique comme rétrécissement donc des prérogatives de l'âme d'en haut. Vous voyez le profil intellectuel des dirigeants actuels qui émanent dans le monde. Je parle de rétrécissement des prérogatives de la symbolicité. Pensez à Trump, pensez à Bolsonaro, pensez à Duterte. En somme, voici l'injonction sur laquelle repose désormais notre monde. Et si on examine les conséquences de cette injonction hyper moderne au plan du sujet, bah, il apparaît tout de suite que c'est finalement pas si facile, car pas tous n'y arrivent. Pas tous n'y arrivent à être pervers. Il y en a qui tiennent à leur névrose. Ils peuvent donner à leur névrose un tour pervers. On appelle ça, certains des amis appellent ça la perversion ordinaire. Mais bon, quand ils n'y arrivent pas, il nous reste quand même les joies de la dépression. Il suffit de retourner son thumos contre soi, sa colère contre soi, et d'entrer dans un délire de petitesse, comme disait Freud. Je dis donc que c'est pas si facile, parce que, autre problème, jouir, c'est fatigant. Il y a toujours un objet de satisfaction qui vous manque, ou celui que nous avons déjà épuise vite ses charmes. Donc, on court donc derrière les objets, on court, et ça s'appelle l'addiction. Je veux dire que pas seulement les adeptes du crack, ou de l'héros, ou de la croûte que sont shootés, mais les addicts du jeu vidéo comme nos jeunes maintenant, du smartphone ou des marques, le sont aussi addicts. Et de cela, curieusement, étrangement, les Grecs nous avaient aussi en quelque sorte prévenus. Xénophon, par exemple, le contemporain de Platon, philosophe, écrivait donc dans l'Économique, un texte qui s'appelle l'Économique, ceci: les intempérants, ceux qui sont mus par leur épitoumiaï, sont, je cite, esclaves de maîtres vraiment durs. Ceux-ci règnent si durement sur les hommes, sur ces hommes, qu'ils viennent à dominer, que tant qu'ils les voient jeunes et capables de travailler, ils les contraignent à leur apporter tout le fruit de leur travail. Si ce n'est pas ça déjà une approche quasi clinique de l'addiction, voilà, donc, voilà, avec la perversion, la dépression, l'addiction, je viens de dessiner ce que je crois être le triangle pathétique ou pathologique où se meut aussi désormais le sujet de l'hypermodernité.
Quant au plan, ça c'est au plan donc, individuel, quant au plan collectif, les conséquences de cette injonction commencent à être connues. Car confier le monde au pervers n'est possible que s'il gagne un hochet qui s'appelle le fétiche. Sinon, ça ne les intéresse pas. Sachant que le fétiche actuel de cette perversion sociale, c'est bien sûr l'argent, le fétichisme de l'argent. Pourquoi c'est un fétiche, l'argent? Ben parce qu'il possède 3 qualités principales qui lui permettent de fonctionner. Je dirais même comme super fétiche. Premièrement, on peut le dissimuler. Par exemple, je ne sais pas, l'optimisation et l'évasion fiscale, c'est pas fait pour les chiens. Alors, donc, si donc vous dissimulez, ça vous permet de jouir du plaisir de paraître vertueux, comme tout le monde. Deuxièmement, l'argent, c'est quand même le grand équivalent général qui permet de tout acheter, notamment toutes les jouissances. L'amitié, l'amour, la renommée. Et troisièmement, l'argent possède une qualité extraordinaire, magique, dont Marx avait parlé. L'argent est capable de s'auto-engendrer. L'argent pond de l'argent. L'argent fait des petits, dit Marx. Ah, super, vous le fétichez. C'est un objet magique, l'argent. Vous en avez, vous en avez plus. C'est exactement la position du sauvage qui a son fétiche et qui invoque donc cette puissance et qui permet donc d'atteindre à ce qu'il voulait avoir. L'argent, c'est pareil. C'est ce fétiche. Donc, comme le fétiche existe dans les mondes dits sauvages. Et c'est justement ce fétichisme de l'argent qui est crûment exhibé par le capitalisme financier d'aujourd'hui, depuis sa naissance, en 1971, très précisément, ce qui n'est pas assez noté, quand Nixon, donc, surnommé Nixon la crapule, Tricky Richard, décida la désindexation de la valeur symbolique du dollar sur le réel des réserves en or. Donc, désindexation, la valeur symbolique sur un réel, l'or, et ben, le dollar est devenu une fiction en laquelle il faut croire. Voilà, vous êtes obligé de croire au dollar. Il faut donc en posséder le maximum. Alors ce fétichisme implique des conséquences que les Grecs anciens avaient déjà, d'une certaine façon, médité, comme en témoignent ces propos du grand helléniste Jean-Pierre Vernant sur la période grecque préclassique, quand il parle de la richesse. Voyez ceci. Lorsque la richesse remplace toutes les valeurs, elle peut tout procurer. C'est alors l'argent qui compte, l'argent qui fait l'homme. Or, contrairement à toutes les autres puissances, la richesse ne comporte aucune limite. Rien en elle qui puisse marquer son terme, la borner, l'accomplir. L'essence de la richesse, c'est la démesure. Elle est la figure même que prend l'hubris dans le monde. Aux formules de Solon, vous savez, le législateur, passé en proverbe, pas de terme à la richesse, dit-il, font écho les paroles du poète Théognis, qui s'exprimait donc par sentence, c'est ça. Ceux qui ont aujourd'hui le plus convoitent double. La richesse, tacremata, devient chez l'homme folie, afrosunée. Et bien cette folie se lit aujourd'hui dans cette simple donnée. Aujourd'hui, là, maintenant, chiffre insensé, les 26 personnes les plus riches du monde possèdent un patrimoine égal à celui de la moitié la plus pauvre de l'humanité. En d'autres termes, 26 individus pèsent autant que 4 milliards. Quand les Grecs nous disent le terme, la némésis, le châtiment, c'est la stasis, la guerre civile,
Et voilà ce que ça annonce. La guerre civile. Mais ce n'est pas tout. Je me souviens en vous parlant que je lisais dans Le Monde ce matin ou hier que notre cher président Macron disait à l'OIT, l'Organisation internationale du travail, que le capitalisme devenant fou et que les gens financiers devenant de plus en plus riches, le risque c'était la guerre civile. Il a raison. Il a raison, sauf qu'on attend dans la position où il est, qui inverse donc ce processus. Il n'a pas l'air d'être tout à fait le cas. Mais donc des conséquences au plan de l'être soi, de l'être ensemble, mais ce n'est pas tout. Car tout cela a aussi des conséquences, je dirais, cosmiques. En effet, pour produire toujours plus de richesses, il faut exploiter toujours plus les ressources du monde, quitte à les détruire et à tout polluer. Socrate, dans le Gorgias, insistait déjà sur cet aspect cosmique auprès de Calliclès. Écoutez ce petit passage, ça vaut la peine, parce que il y a 2500 ans. Et il disait, le ciel et la terre, les dieux c'est-à-dire les dieux du polythéisme grec, c'est-à-dire les forces de nature, la nature. Donc, le ciel et la terre, les dieux et les hommes, sont liés entre eux par une communauté faite d'amitié et de bon arrangement, de sagesse et d'esprit de justice. Et c'est la raison pour laquelle, à cet univers, on donne le nom de cosmos, qui veut dire monde ordonné en grec. Et le cosmos veut l'arrangement, et non le dérangement, et encore moins, dit Socrate, le dérèglement. C'est étonnant. On parle de dérèglement climatique, si j'ai bien compris aujourd'hui. Et donc, nous sommes au cœur, donc, de la question du cosmos, la question cosmique. Eh bien voilà donc, merci pour votre écoute, merci pour votre attention. Vous voyez que votre invitation a réveillé en moi le vieux grec. C'est pour ça que j'ai fait comme si je revenais des temps anciens, c'est pourquoi je me suis muni de canne, je suis vieux. Pour traverser l'enfer. Voilà. Pour dire aux hommes de l'hypermodernité qu'ils gagneraient peut-être à se soucier des possibles châtiments provoqués par leur hubris, leur démesure. Car voici venir et je terminerai sur ce point, de nouveaux dérèglements de la psyché, c'est-à-dire des atteintes psychopathologiques résultat d'un appui de plus en plus fort sur l'âme d'en bas, l'épithumia, ce qui se traduit par une prévalence de la pulsionalité sur la symbolicité, et ça solde entre autres par une multiplication donc des passages à l'acte, contre soi et contre les autres. Car voici venir deux des guerres civiles, stasis, opposant les pauvres et les riches. Je pense que les épisodes des Gilets jaunes sont une préfiguration de ceci. Troisièmement, des guerres externes, pas des stasis, mais des guerres externes, on appelle ça polémos, entre belligérants en compétition pour avoir plus ou dominer plus. On annonce donc des guerres pour l'instant commerciales contre rien de moins que les États-Unis et la Chine. Et quatrièmement, des perturbations dramatiques, voire apocalyptiques du cosmos, parce qu'on ne peut plus dénier que l'exploitation à outrance des ressources et des biens communs détruit tout simplement les équilibres métastables de la vie sur Terre. Alors je résumerai ça en une brève formule. Vous voulez tout? Eh bien, vous perdrez tout. Voilà, merci.